Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette info, le débat. La Côte d'Ivoire possède l'un des patrimoines touristiques les plus riches de la sous-région. Plages, forêts, culture, tradition, gastronomie et artisanat. Pourtant, une question persiste. Pourquoi le tourisme interne ne décolle-t-il toujours pas? Alors que les autorités multiplient les initiatives, que les opérateurs privés proposent des offres et que les associations s'engagent aujourd'hui pour valoriser les sites, les Ivoiriens restent encore peu nombreux à voyager dans leur pays. Ce soir, nous allons tenter de comprendre ce qui bloque réellement sur le terrain, l'accès aux sites, les coûts, le manque d'infrastructures, une faible promotion ou tout simplement l'absence d'une véritable culture du voyage interne. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Fagama Klo. Il est directeur général de l'industrie touristique et hôtelière et vous représentez sur ce plateau le ministère du Tourisme et des Loisirs. Merci docteur d'être avec nous sur ce plateau. C'est à vous. En face de vous, il y a Bané Ablé Félicité, directrice générale de DIM Voyage. Vous êtes également membre de la FENITOURSI, qui est donc la Fédération de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Juste à côté de vous, il y a Lat Daniel, président de l'association Côte d'Ivoire Tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Sans plus tarder, ma première question va s'adresser à Madame Bané Ablé Félicité. Vous qui êtes en perpétuel contact direct avec les voyageurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui freine véritablement les Ivoiriens dans leur voyage à l'intérieur du pays? Merci bien, monsieur le journaliste. D'abord, je dirais qu'aujourd'hui, nous devons nous estimer heureux parce que 5 ans en arrière, c'était difficile pour un Ivoirien quand tu lui parles de découvrir son pays, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas assez nombreux, la demande n'est pas assez forte, mais les gens commencent à vouloir découvrir leur pays. Et ce qui bloque un peu, je parlerai du coût. D'accord. Du coup, et sachez qu'il ne s'agit pas simplement de nous. C'est une connexion. Le coût de quoi? Le coût des séjours. D'accord. Des hébergements. Parce que c'est... Lorsque quelqu'un vient, il y a la prestation hôtelière, il y a le transport, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Dans tout ça, lorsque nous, en tant qu'acteurs, nous devons mettre notre pourcentage, le prix peut être un peu élevé et ça peut faire le tarif d'un billet d'avion pour l'extérieur. Ok. Alors, du point de vue des associations, qu'est-ce que vous constatez justement? Quelles raisons pouvez donner au fait que les Ivoiriens connaissent si peu leur patrimoine touristique? Alors, moi je dirais que ce qui provoque ce cas-là, il est d'ordre général. D'ordre général en ce sens que tout à l'heure, madame la directrice de DIM Voyage a dit que cela se réfère au coût. Mais nous, en tant qu'association, nous dirons que c'est une chaîne, c'est une chaîne. Il y a le coût de transport, il y a le coût de l'hébergement, il y a des prestations de services qui accompagnent tout ce qui a trait au tourisme local. Et aussi, les Ivoiriens ne connaissent pas véritablement le tourisme de leur pays. Et c'est toutes ces choses-là qui provoquent vraiment le blocage au thème de découverte de notre nation. Alors, du côté de l'État, donc du ministère du Tourisme et des Loisirs, qu'en est-il véritablement? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que le tourisme reste faible malgré autant d'initiatives gérées par le gouvernement? Eh bien, je crois que j'aborderai dans le même tempo que mes prédécesseurs pour dire qu'effectivement, les études ont démontré que l'indice du prix à la consommation touristique est effectivement élevé. Et donc, l'État est bien conscient de cet état des choses. Et c'est pourquoi il y a des initiatives qui ont été entreprises pour donc diluer, n'est-ce pas, cet indice du prix à la consommation touristique. Et ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est de dire que ce n'est pas que le tourisme domestique ou interne ne marche pas. C'est un secteur qui est en pleine transformation à travers donc toutes les initiatives que nous allons avoir l'opportunité d'exposer cet après-midi. Et nous pensons que dans les années à venir, effectivement, ce prix-là sera donc à la portée de la grande majorité. Dans les années à venir, à partir de quand, par exemple? Vous allez me pousser donc à aller directement, à rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'en réalité, nous avons, à partir de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, qui a identifié donc qui a identifié le tourisme domestique comme étant
l'un des types de tourisme qui peut suppléer au tourisme international. Donc on a pris les dispositions nécessaires à l'effet de mettre en place le programme de dynamisation et de consolidation du tourisme domestique qui permettrait donc de résorber ce problème que nous voulons de soulever. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, vous trois sur le plateau, vous en avez parlé, on parle du coût élevé sur le terrain, mais il y a aussi une autre raison, c'est la propreté des sites à visiter. Est-ce que c'est pas ça l'obstacle également? Je dirais qu'il y a plusieurs obstacles. On a parlé du coût, on a parlé on va parler de l'accueil. On va parler aussi de la sécurité. De la sécurité. Et les Ivoiriens, c'est vrai, ils aiment leur pays, mais ils aiment aussi la qualité. Donc lorsqu'ils partent quelque part et ils rencontrent souvent des difficultés, soit du côté de l'accueil, où il y a l'insécurité, il devient un peu résilient. Pas résilient, il est réticent. Il est réticent et prochainement, c'est un peu difficile. Je pense que, comme l'a dit le DG, le projet Sublime Côte d'Ivoire, si on s'y met, ça va nous aider sur tous les plans. Surtout la collaboration entre les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire cette chaîne. Il faudrait que les hôteliers, les transporteurs puissent faire la différence entre une agence qui arrive et un individu, pour voir quel prix celui-ci peut avoir. Et avec cette stratégie-là, et tout ce qui sera mis sur place, partenariat privé-public, je pense que, parce que nous, en tant que les acteurs, nous avons de belles offres. Nous avons de belles offres et si nous sommes accompagnés, les Ivoiriens vont encore aimer leur pays parce que la Côte d'Ivoire, c'est un paradis sur terre. La Côte d'Ivoire est un paradis sur terre, alors que tout le monde ne connaît pas la Côte d'Ivoire. C'est quoi les approches que vous avez sur le terrain, justement, pour convaincre les uns et les autres de participer à ce genre de voyage-là? Et c'est quoi les réponses que vous avez? Alors, en tant qu'association, nous, on va encore au pays profond pour approcher la population locale, voir dans quelle mesure nous pouvons valoriser ce qu'ils ont de plus précieux, tel que la culture et les sites touristiques qu'ils ont. Alors, pas plus que le week-end dernier, j'étais à Mans et Danané. J'ai visité ces sites-là en vue de préparer l'arrivée de notre association en une immersion là-bas. Et devinez quoi, le site touristique qui pourrait attirer les gens, les investisseurs, qui pourrait attirer les Ivoiriens à connaître leur pays est délaissé. Tel que le pont de Liane de Danané. Et vous voyez, quelqu'un qui découvre ce genre de choses-là, est-ce qu'il peut avoir le courage de faire venir des gens là-bas? Non. Au fait, il faut dire au fond qu'il y a un délaissement des sites touristiques, un manque d'entretien. Pour vous, qui doit s'en occuper? Pour nous, il y a déjà la volonté politique qui doit accompagner la volonté locale. La population locale doit se donner également des moyens pour pouvoir le faire. Mais si la politique ne les appuie pas, ne les accompagne pas, ça ne peut pas bouger. Donc il y a un rôle que doit jouer le gouvernement, d'où le ministère du Tourisme qui est représenté là par Dr Claude. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Et c'est la question, je vais commencer par les facteurs de compétitivité dans le secteur. Facteurs de compétitivité, cela s'entend que la qualité dans le secteur est très importante. Donc l'État a pour rôle de procéder à la régulation et à la normalisation dans le système, dans le secteur. Donc depuis 2022, à l'occasion de la CAN 2023, on a relancé, après près de 40 ans, tout ce qui est programme de classement des établissements de tourisme pour viser la qualité dans le secteur. Puisque la qualité elle est très importante. Le touriste, quand il vient et qu'il n'est pas satisfait, c'est un touriste qui est perdu de façon définitive. Donc l'État joue son rôle dans la régulation et dans la normalisation du secteur. Mais là, il prend par exemple l'exemple de Mans avec le pont de Liane. Ça, c'est le premier point, mais l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple qu'il ne fallait pas prendre. Pourquoi? Puisqu'en réalité, depuis 2017-2018, au lancement de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, il y a les projets d'investissement public qui sont en cours de réalisation. Et le projet de réhabilitation, d'aménagement, de valorisation touristique et de réhabilitation du site du pont de Liane de Liepleu à Danané. Il y a plusieurs ponts, mais à Danané, Liepleu spécifiquement, ce projet
il y a un projet de, donc, comme je disais tantôt, un projet de réhabilitation de valorisation touristique de ces sites, qui est financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 317 millions de francs CFA, et ce projet est en cours de réalisation. D'accord. À côté de ce projet, on a une dissémination de projets d'investissement touristique visant la valorisation, l'aménagement et la valorisation touristique de plusieurs sites à l'intérieur du pays. La cartographie nous donne pratiquement une dizaine de projets dans ce domaine. Donc l'État est vraiment conscient, n'est-ce pas, du manque, du moins de l'insuffisance des sites touristiques réellement aménagés. Et l'État s'y est mis depuis 2017-2018. Bon, on se donne combien de temps justement pour des résultats escomptés? Non, la première phase de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, c'est sur la période 2017-2025. C'est la première phase, la première génération. Donc à partir de 2026, la deuxième génération va s'implémenter et ça va permettre donc d'élargir le portefeuille des projets d'aménagement et de valorisation touristique à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'on espère qu'en 2026, son association pourra voir véritablement la réhabilitation du pont de Liane. Vous avez emboîté le pas, mais j'aimerais encore rester avec vous pour parler justement des priorités actuelles du ministère du Tourisme pour relancer, mais de façon concrète, le tourisme au niveau national. Bien, tantôt je vous parlais du programme de dynamisation et de consolidation du tourisme domestique et des acquis de la Cannes 2024. C'est un programme de relance de tout ce qui est activité touristique en ce qui concerne donc le tourisme interne ou le tourisme domestique. Parce qu'à l'occasion de la Covid-19, donc en 2019, nous avons constaté que c'est plutôt le tourisme domestique qui a été un outil de résilience, un levier de résilience de l'activité touristique à Côte d'Ivoire. Avant la crise de 2019, le tourisme domestique représentait 40% de l'ensemble des flux touristiques en Côte d'Ivoire, avec le tourisme international récepteur qui représentait 60%. Mais à l'occasion de la Covid-19, ça a été le contraire. La tendance a changé et c'est plutôt le tourisme domestique qui a maintenu les outils de production dans tout le secteur du tourisme et des loisirs. Les touristes internationaux étant empêchés donc de venir en Côte d'Ivoire. Nous avons donc pris conscience depuis cette période-là que c'est vraiment cette activité-là, du moins le tourisme domestique est un élément, est un levier qui permet donc de maintenir la croissance économique de notre secteur, de maintenir également la cohésion sociale, puisque quand vous voyagez à travers donc, la Côte d'Ivoire, c'est un croisement de cultures. Et donc, nous pensons qu'il est très important que ce secteur soit développé. C'est pourquoi nous avons lancé ce grand projet de dynamisation et de consolidation du tourisme domestique, accompagné de l'utilisation des infrastructures de la Cannes que nous avons pu avoir à l'occasion de la Cannes 2024. Tourisme local, c'est quelque chose que vous pratiquez vous-même? Absolument. On ne peut pas être DG de l'industrie touristique. Les 3 dernières villes que vous avez parcourues en combien de temps? Il y a à peine 2 semaines. J'étais au nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo, j'ai fait Ferké, j'ai fait Kong. Bien entendu, pour arriver là-bas, il faut traverser d'autres villes comme... Et comme vous, beaucoup, ils sont nombreux les Ivoiriens qui veulent s'adonner à ce genre de voyage, mais le problème de coût revient toujours. Voilà pourquoi je suis très content d'avoir sur le plateau une directrice générale d'agence de voyage. Est-ce que vos offres, ce que vous proposez comme offres, sont véritablement adaptées aux familles ivoiriennes? Je dirais oui que mes offres sont adaptées aux familles ivoiriennes parce qu'on tient compte de la demande du client. Et c'est selon ce que le client demande, nous travaillons. Et aussi avec nos partenaires, avec qui on a déjà tissé des liens, on amène toujours à les convaincre. Donc, je dirais que les offres de DIM Voyage répondent à la demande des clients. C'est qui votre cible? La cible, c'est des familles, c'est des structures. C'est monsieur, madame, tout le monde. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur une cible de 3e âge. Parce qu'on a des demandes, ils ont envie de découvrir leur pays. Ces personnes, durant leur service, ils ont passé le temps à aller à l'étranger. Donc aujourd'hui, à la retraite, ils veulent connaître leur pays, avoir des expériences vraiment inédites. Donc c'est sur ce projet que nous sommes en train de travailler afin de leur montrer une autre façade de notre beau pays. Alors, Madame Balé, je voudrais avoir un exemple, mais très concret. Je m'appelle Pierre-Philippe Affian, je suis père de 2 enfants. J'aimerais bien voyager, connaître San Pedro. Quand je viens vous rencontrer, qu'est-ce que vous me proposez, mais de façon très concrète? D'accord. Très cher client, merci de nous faire confiance. Pour aller à San Pedro, je vous proposerai deux formules. Une formule par voie terrestre, une formule par voie aérienne. C'est-à-dire
par voiture et par avion. Ce que vous allez choisir, déjà sachez que dans le séjour, vous aurez l'hôtel avec une pension, demi-pension, parce que lorsque vous sortez, vous allez déjeuner dehors. Donc, il y aura le prix de l'hôtel avec le petit déjeuner avec votre famille, surtout s'il y a des enfants de moins de 5 ans. Donc, il faudrait imaginer des choses pour eux. Arrivé à San Pedro, vous serez dans l'hôtel X, qui est vraiment équipé, qui a tout pour vous et pour vos enfants. D'accord. Et nous aurons des excursions, nous aurons à Grand Bérébi. Grand Bérébi, pourquoi Grand Bérébi? Parce que le paysage est beau et la piscine naturelle. Et si vous n'avez pas peur d'eau, on va aller voir, observer les singes au nœud blanc. Quand vous dites on, ça veut dire que le couple et la famille est accompagnés d'un guide, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Un guide, et moi, souvent, je suis avec les clients pour vraiment expérimenter, pour vraiment leur dire comment est-ce que les choses vont se passer. Et après cela, nous pouvons faire un dîner, un petit dîner en famille, vous et puis mon équipe. Et tout ça pour combien de jours? Si c'est un week-end, c'est-à-dire 2 nuitées, 3 jours de nuitée, d'accord, avec la famille, ça sera à partir de 700 000 francs. À partir de 700 000 francs CFA. Oui. Oui. Vous pourrez participer à ce genre de sortie? Moi, je ne pourrais pas participer. Pourquoi? Pour un Ivoirien lambda qui désire non, mais vraiment... demandez-moi, c'est combien? D'accord, on va laisser terminer. Allez-y. Donc, vous avez dit monsieur, madame, et peut-être 2 enfants. Et je pense que le coût est vraiment abordable. Vous confirmez, Dr Claude? Justement, c'est pourquoi le programme de dynamisation du tourisme domestique que nous mettons en place, en train d'identifier les cibles du tourisme domestique. En fonction des différentes cibles, je dirais, des tarifs seront appliqués, négociés et appliqués pour que toutes les catégories sociales puissent être capables de pratiquer, n'est-ce pas, dans une catégorie bien déterminée. Donc les cibles, il faut bien les catégoriser. Tout ce qui est cadre, ce n'est pas le même type de voyage, ce n'est pas le même type de tarif. Tout ce qui est agent, mais toutes ces personnes sont prises en compte, toutes ces catégories socio-professionnelles sont prises en compte donc, dans le programme de dynamisation et les tarifs seront stratifiés en fonction de la capacité, n'est-ce pas, je dirais, de la cap financière de chaque catégorie sociale. Alors, sauf qu'en attendant, là, Daniel estime que 700 000 francs CFA pour 2 enfants et son épouse, c'est super trop. C'est super trop. C'est super trop parce que, vous voyez, aujourd'hui, le SMIC n'est pas vraiment... Il a 75 000 francs CFA. Pour un parent qui veut se faire plaisir en Côte d'Ivoire, aller débourser 700 et quelques mille pour sa famille, pour un séjour peut-être de 3 ou de 4 jours à San Pedro, ça sera quand même une norme pour lui. Vous voyez. C'est pourquoi il dit, ici en Côte d'Ivoire, il y a un manque de planification. Quelqu'un qui planifie son séjour, comme elle a dit, à San Pedro, sur 2 mois, il peut s'offrir gratuit, sans souci au fait. Mais nous, souvent, les Florides, on veut vraiment connaître, on veut vraiment découvrir, donc on se jette. On décide lundi, on veut partir samedi. Partir en même temps. Donc, quand on décide de partir comme ça, effectivement, il y a des coûts auxquels on ne s'attendait pas. Donc, du coup, ça empêche les Ivoiriens de sortir de la zone de confort pour découvrir. Moi, je leur conseille de migrer dans les associations. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Dans les associations, vous payez moins. Ouais. Dans les associations, quand vous cotisez, ça vous revient moins. Pour une personne qui va aller faire peut-être 3 jours, 2 jours à San Pedro, quand il est avec l'association, et je prends un exemple, avec l'association Côte d'Ivoire Écotourisme, il payera moins. Parce que c'est un groupe qui se déplace. C'est ça. Le peu que chacun cotise, on prend en réserve tout. Ça fait que vous ne sentez pas vraiment la somme que vous avez dépensée pour votre séjour. Attention, est-ce qu'on a droit aux mêmes commodités dont parlait Madame Bani tout à l'heure? Parce que ici, pour 4 personnes, on a droit à une belle chambre d'hôtel, la chambre des enfants, piscine à bord. C'est un séjour voilà. demi-pension. Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes commodités? Est-ce que ce sont les mêmes avantages pour 20 personnes qui appartiennent à une association? Bon, pour 20 personnes qui appartiennent à une association, ça peut être les mêmes commodités. Parce qu'une association, avant de se déplacer, prend des attaches avec l'hôtelier, prendre des attaches avec des restaurateurs, prendre des attaches avec des guides locaux pour pouvoir planifier leur séjour. Mais une personne qui va seule, de son propre gré, pour pouvoir découvrir, c'est carrément différent. Vous donnez l'impression de ne pas être d'accord avec lui, Madame Bani? Oui, pas que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je voulais un peu attirer l'attention de
De là, Daniel. De là, Daniel, que dans notre domaine, il peut y avoir 3 types de tarifs. Il y a le tarif de groupe, il y a le tarif individuel. Et le tarif individuel, ça ne peut pas être pareil comme le tarif de groupe. Un groupe déjà de 10 personnes, tu peux avoir une belle réduction. Et comme il a dit, c'est ce que les autres vont payer, on va prendre pour pouvoir commencer les achats. Mais lorsqu'il dit qu'il faudrait que les gens viennent dans les associations, c'est bien, il sait de quoi il parle, mais dans les agences, il y a l'épargne voyage. Et il faut toujours préparer son voyage. Et un voyage, ça se prépare. C'est comme un mariage. Si je veux avoir un bon séjour, il faut que je m'y prenne. Je commence à me préparer. Et si je me prépare, je peux même avoir, moi je dis à partir. Donc ça peut être moins. Et là, on ne m'a pas demandé est-ce que les gens iront en avion ou bien en car. Pour les 700 000, dites-moi alors. Les 700 000, je peux dire qu'ils peuvent aller, surtout si les enfants n'ont pas 11 ans, le tarif du billet d'avion, ce n'est pas le même tarif que l'adulte. D'accord. Donc ça peut être intéressant d'envoyer cette famille-là en avion et ça va intéresser les enfants. Peut-être que ça sera la première fois de prendre l'avion, ils seront contents. Eux aussi vont dire à leurs amis, je suis montée dans l'avion avec papa et maman, on est parti ici, on a vu un singe au besoin. C'est ça. Déjà dit, il faut qu'on travaille. On doit travailler en symbiose, nous et les autres acteurs qui sont sur le terrain. Parce que c'est ce qu'ils nous donnent. Nous, on n'a pas d'hôtel. Si j'avais un hôtel, je ne vais pas vous faire à 700 000. Je sais comment je vais m'arranger pour faire plaisir aux clients, puisque mon challenge et mon amour, c'est de faire voyager tous les Ivoiriens sans exception. Alors, beaucoup pointent l'insalubrité qu'il y a sur certaines plages en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer forcément de ville, mais ma question à Dr Fagama, c'est de savoir s'il existe un plan de modernisation des infrastructures touristiques pour l'ensemble des Ivoiriens. Oui, bien sûr. Pour parler spécifiquement des plages, parmi les grands projets structurants de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, nous avons le projet Belle Plage pour tous. C'est un projet donc, qui a identifié sur tout le littoral, sur les 550 km de littoral ivoirien, 35 plages allant de 5 à 10 km de linéaire par plage. Donc depuis l'est jusqu'à l'ouest. Et ces plages seront aménagées, sécurisées sur le modèle que nous avons étudié, c'est le modèle des plages au niveau de Barcelone en Espagne. Et donc ce projet existe. Il avait déjà commencé par, n'est-ce pas, des plages pilotes au niveau de Azureti, au niveau de Mondoukou. Et donc, c'est un projet qui est concret, qui doit pouvoir se réaliser dans la deuxième phase, ou bien dans la deuxième génération de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. À partir de 2026 ? À partir de 2026, c'est la deuxième génération. Et ce projet est bien avancé maintenant avec des investisseurs qui ont été donc, identifiés à partir des tables rondes qui ont été organisées au cours de la au cours de la première génération de Sublime Côte d'Ivoire, des tables rondes organisées à Dubaï et à Hambourg. Et on a maintenant des investisseurs intéressés pour nous aider à aménager et à sécuriser nos plages. Alors, il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets à venir. Comment est-ce que vous réussissez à convaincre vos différents clients d'avoir accès à tous ces sites touristiques en Côte d'Ivoire? Pour les convaincre, je ne dirais pas que c'est aussi facile. Si tu connais le besoin de ton client, tu sais quel type d'offre lui proposer. Et moi, en général, je n'ai pas trop de problèmes à ce niveau. Ah bon? Oui. Comment vous faites alors? Déjà avant, je peux avoir une offre et je mets j'emmène ça dans leur WhatsApp où je peux faire comme après, je dirais que, si vous le permettez, je dirais que le Covid pour moi était une opportunité. D'accord. Oui. Le malheur des uns que le bonheur des autres. Oui, pourquoi? Parce que ça m'a permis de mettre quelque chose en place. L'after de tourisme. Okay. Ça m'a permis de prendre une ville, d'aller voir qu'est-ce que la ville offre, quelle est la culture, qu'est-ce qu'on peut venir découvrir. Donc, au vu de ça, je fais sortir un circuit et que je mets sur place et lors des after work, les gens apprécient. Et certains après reviennent pour dire j'ai envie de partir
dans cette zone lors d'un de tes appels que tu as fait. Donc, je veux dire que ce concept-là nous a aidé beaucoup. Mais pendant qu'on y est, quels sont les sites les plus demandés par vos différents clients? Je dirais Bassam, Assini et puis maintenant San Pedro. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que Bassam et Assini ne sont pas tellement loin d'Abidjan? Et je dirais même aujourd'hui, je dirais Yamoussoukro. Parce que maintenant, les gens n'ont plus envie trop d'aller en bordure de plage. Ils veulent rentrer dans la culture, aller voir autre chose. La semaine prochaine, par exemple, je sors avec un groupe. On part à Yamoussoukro pour 3 jours. Ils sont au nombre de combien? Quinzaine de personnes. Ils payent 700 000 chacun? Non, c'est une structure, c'est la structure qui offre. D'accord. Il ne faut pas payer 700 000 chacun. Je demandais juste. On ne dirait pas le montant ici. Je demandais juste pour aller plus loin, Monsieur Lac Daniel. Finalement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Les guides et circuits touristiques, est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour accueillir les différents touristes ivoiriens? À ce niveau, je dirais que les guides touristiques ne sont pas vraiment outillés pour l'accueil des Ivoiriens qui veulent découvrir leur pays et des touristes internationaux. Déjà, il y a des histoires même diffèrent d'un guide à un autre guide. Un exemple concret, s'il vous plaît? Vous allez à la forêt du Banco pour rencontrer un guide. On dit Parc national du Banco. Désolé. Vous pouvez aller dans un lieu touristique. Tu rencontres un guide touristique, il va te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ce que l'autre t'a raconté ou ce que tu as appris sur les réseaux sociaux. Déjà, quand des histoires diffèrent, quand ça diffère comme ça fait que le tourisme n'est pas vraiment rassuré au fait. Ça l'engage. Bon, il n'est pas motivé à vouloir connaître, à pousser sa curiosité. Donc, il faut former les acteurs, les guides touristiques. C'est pourquoi est-ce que nous avons mis en place l'Association nationale des guides touristiques de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, pour pouvoir fédérer tous ces forces vives du c'est une fêtière qui existe déjà. Oui, qui existe Vous déjà. comptez combien de membres? Oui, bon. Là, nous comptons environ une cinquantaine de guides touristiques. Vous voyez. Là-bas, on a des masterclass où on se donne des informations, comment faire la tarification d'un séjour dans un endroit donné, qu'on sort. Vous voyez, donc, il faut former. La formation est la base du tout. Dr Claude, c'est une association que vous connaissez? Oui, c'est une association qui est reconnue pleinement au niveau du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et nous travaillons ensemble. En réalité, sur la question de la formation et du renforcement des capacités des guides de tourisme, il faut dire que la dernière génération qui a été formée par l'État de Côte d'Ivoire, ça date des années 1979-1980. Donc parmi cette génération, il y a très peu aujourd'hui qui sont donc en capacité, n'est-ce pas, ou même qui existent encore. Donc depuis cette année, il y a eu le premier, donc en rapport avec cette association, il y a eu le lancement du premier examen des guides de tourisme. Donc pour résorber ce problème, n'est-ce pas, de guides de tourisme, parce qu'il n'y a pas de tourisme véritable si on n'a pas des guides de tourisme véritablement formés. Donc nous sommes conscients au niveau donc de l'administration de l'importance de cette activité. En quoi vous les formez justement? Les guides de tourisme sont formés, n'est-ce pas, d'abord en technique de guidage. Après les techniques de guidage, il y a tout ce qui est premier secours, secourisme, il y a des cours de secourisme, et il y a d'autres modules, n'est-ce pas, sur lesquels je ne voudrais pas y épiloguer aujourd'hui. Mais vraiment, c'est des formations complètes d'une semaine au moins par des experts. Par des experts. Alors, ces guides touristiques-là, sur le terrain, comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Bien, je dirais que c'est un métier libéral. Donc, après les examens que nous comptons mettre en place, c'est des guides de tourisme qui seront désormais donc reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, qui seront certifiés et qui auront des insignes leur permettant donc d'exercer. C'est clair qu'en leur sein, ils vont s'organiser pour qu'il y ait des prix homologués. Quand je parle des prix, leur traitement, que ce soit des traitements homologués, pour que, et bien entendu, ils vont être encadrés par le ministère pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Alors, Madame Bané, vous collaborez justement avec différents acteurs au niveau local. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les agences arrivent véritablement à collaborer avec les communautés locales pour créer justement des expériences authentiques? Je dirais oui, mais je prendrai mon cas parce que
c'est mieux de parler de soi au lieu de parler de quelqu'un, puisque tu ne sais pas exactement comment la personne fonctionne. Dites-nous. Donc moi, lorsque j'arrive, je vais prendre le cas d'un touriste étranger qui est arrivé en Côte d'Ivoire. On a fait le tour du Sud Comoé et il voulait aller à Korogo. Mais sachez qu'avant, nous, on anticipe. On fait des prospections, on va expliquer qu'on va avoir des personnes qui arrivent. Donc voilà ce qu'on veut. Et j'aimerais que vous soyez vraiment aimable pour amener la personne à payer vos articles. Ok. C'est vrai que le touriste va te dire, ah, je ne vais pas pour faire des achats, je veux juste connaître. Mais lorsque ces personnes se mettent à disposition, forcément le touriste a envie d'avoir un souvenir. Je prends le cas de Korogo par exemple. Lorsque nous arrivons à Korogo, parce que déjà on se familiarise avec tous ceux avec qui nous allons travailler. Donc quand ils arrivent, ils sont tellement contents de la réception, de la disposition de nos artisans. Avant de partir, ils payent quelque chose. Et le touriste est toujours content et il a envie de revenir. Donc quand je pense à une famille X qui était vraiment contente, et ils sont revenus après le fils même est revenu, parce qu'à Korogo, ils ont été bien reçus, ils ont vécu avec les familles, et c'est ça aussi qui fait l'authenticité de Dim Voyage. Au nombre de tous ceux dont on parle, au nombre des Ivoiriens, on compte également les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cet engouement-là autour de la jeunesse, pour faire découvrir cette culture du voyage en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, pour faire découvrir la culture en Côte d'Ivoire aux jeunes Ivoiriens, déjà, il faut dire que les Ivoiriens aiment la découverte. Ils aiment vraiment tout ce qui est fun. Tout ce qui... Mais justement, ça peine à décoller. Voici le problème. C'est qui peine à décoller. On n'a pas encore exploité même le 30% des ressources que nous avons en Côte d'Ivoire. Les ressources touristiques en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore exploité ça. C'est encore inexploité. Donc ce qui est exploité est encore plus cher que ce qui n'a pas encore été exploité. Donc c'est une volonté politique, comme je dis toujours. C'est la politique qui peut faire booster ça. En créant des circonstances pour faire booster le tourisme local dans les régions. Permettre à ces régions de faire sortir de ce qu'ils ont de plus précieux. De façon très concrète, quelle proposition faites-vous à Dr Fagama Klo, qui est donc du ministère du Tourisme? De façon très concrète. Ok, de façon très concrète. Je dirais au docteur de faire un tour dans des régions. Dans des régions, mais c'est trop dit, mais dans les villages. Il y a des cultures, il y a des cérémonies qu'il faut médiatiser, qu'il faut présenter aux gens. En Côte d'Ivoire, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, dans chaque région, dans chaque village, et à chaque période, il y a des événements, il y a des festivals qui sont organisés. Donc il faut une couverture médiatique. Il faut que le gouvernement se penche sur ces événements pour attirer les Ivoiriens à avoir plus de curiosité, à découvrir, à connaître leur culture. C'est ça qui nous fonde. Alors, il parle de médias, moi ça m'intéresse. Est-ce que l'autre problème de ce manque de décollage, de ce décollage ralenti du tourisme local n'est pas aussi un problème de communication? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour promouvoir toutes ces actions culturelles, pour promouvoir toutes ces richesses locales? Eh bien, je crois qu'au niveau du ministère, la première chose par laquelle nous avons commencé, c'est de mettre en maturation tous les circuits nationaux qui ont été définis par la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Au niveau national, on a 3 circuits qui ont été développés et qui ont été mis en maturation. Le premier circuit, c'est le circuit appelé le circuit de la route des rois, sur la façade est de la Côte d'Ivoire. Après, nous avons le circuit de la route de l'esclave au niveau de Tia-Salé. Et puis, sur la façade ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons le circuit appelé le circuit de la route des éléphants. Donc ce sont des circuits nationaux qui partent depuis le sud jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. À côté de cela, pour résoudre ce problème de développement de la pratique du tourisme au niveau local, il y a 13 directions régionales du tourisme en Côte d'Ivoire. 13 directions régionales. Et chaque direction régionale a été appelée à mettre en place un circuit local. C'est-à-dire quand vous arrivez à Yamoussoukro, vous avez des circuits
un circuit local principal et puis des circuits annexés à Yamoussoukro. Quand vous arrivez à Korogo, c'est pareil. Donc toutes les 13 régions touristiques de la Côte d'Ivoire disposent de circuits locaux. Cela permet, de circuits locaux s'il vous plaît, cela permet donc aux populations locales déjà de pratiquer ces circuits-là. Et je crois que c'est à partir donc de l'essaimage de la culture touristique au niveau local que les circuits nationaux pourront être par la suite pratiqués. Justement, cela résolve également le problème de la cherté du tourisme. Si vous ne pouvez pas faire le circuit, les longs circuits, le circuit national au niveau local déjà dans votre région, vous pouvez faire du tourisme. Et c'est là déjà avec les enfants, si ça se fait localement, cela va essaimer donc tout ce qui est culture touristique aux enfants depuis leur bas âge. Et cela permettra de booster donc l'éclosion du tourisme domestique et du tourisme interne sur les années à venir. Alors, c'est bien, ça c'est appréciable, mais comment est-ce qu'il faut faire connaître les cultures par exemple, à quelqu'un qui vit à Abidjan ou à quelqu'un qui vit au nord de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait véritablement par le ministère? Ce qui est en train d'être fait, c'est que depuis 3 ans, le ministère a pensé que les canaux habituels ou traditionnels de marketing ou de communication ne sont pas suffisants. Ces canaux ne sont plus suffisants. On les identifie rapidement. Qu'est-ce qui a constaté qui n'est pas suffisant et qu'est-ce que vous prévoyez? Bien, les canaux traditionnels de communication, généralement, c'est quoi? Ce sont, n'est-ce pas, la communication à travers les foires, à travers l'organisation des festivals. Et bon, on couvre ces événements et on en discute. Aujourd'hui, vous pensez que ça, c'est plus suffisant? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le ministère du Tourisme, il a été mis en place une direction de l'informatique, de la digitalisation et des startups. Le rôle de cette direction, c'était de procéder à la digitalisation de tout ce qui est offre et attrait touristique en Côte d'Ivoire, de sorte que, comme vous l'avez dit, vous êtes à Danané, tout ce qui se passe en matière de tourisme, à partir de votre smartphone, vous savez tout ce qui se passe. État des lieux aujourd'hui de cette plateforme? Cette plateforme, elle est mise en place, qu'on appelle la plateforme e-tourisme, qui est mise en place au niveau du ministère du Tourisme et qui est fonctionnelle déjà. Elle est déjà fonctionnelle. Elle est déjà fonctionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai besoin de savoir l'identité culturelle d'une ville du nord du pays, j'aurai toutes les données. Vous n'aurez pas toutes les données, mais elle est fonctionnelle, elle n'est pas encore totalement implémentée. Donc elle est en cours d'implémentation, est en train de recevoir l'ensemble des informations qu'il faut. Mais déjà, elle est déjà pratique. Madame Banet, est-ce que vous avez eu vent de cette plateforme? Oui, bien sûr. Le système d'information touristique digitalisé. On a déjà mis une de mes activités là-dessus. Mais je voulais compléter ce que le DG et M. Lat ont dit. Parce que lorsqu'on parle de la culture d'une région, il faudrait que les habitants même s'y s'intéressent. C'est-à-dire la communauté, y compris la mairie. Parce que ça aussi, ça peut aider à valoriser la destination d'une ville. Il y a des mairies qui vous ont déjà fermé leurs portes? Bon, moi, personnellement, non. D'autres, oui? J'ai pas encore, je suis juste restée au sud Comoé. D'accord. On s'occupe très bien de moi. D'accord. Alors, au niveau social, est-ce qu'il y a des freins que vous observez, Monsieur Lat-Daniel? Est-ce qu'il y a des freins culturels ou sociaux qui limitent ou qui limiteraient le tourisme local? Oui, je dirais oui. Tel que? Déjà, il y a la barrière des langues. Il y a également, je dirais qu'il y a la barrière des langues, il y a le manque également d'hygiène. Il y a le manque d'hygiène. Il y a le manque de communication au niveau de tout ce qui est comme tourisme. Excusez, je me perds un peu. Alors, ma question, c'est de savoir s'il y a des freins culturels que vous constatez qui freinent justement le tourisme local. Oui, il y a des freins culturels qui freinent. Parce qu'aujourd'hui, la culture comme ça que nous avons avec la religion, il y a d'autres qui disent, bon, moi je ne peux pas partir au village parce que ma religion m'interdit de partir au village. Parce que la culture qu'on pratique là-bas, c'est pas ce que la religion me dit de faire. Donc du coup, c'est une barrière. Vous voyez. Aujourd'hui, sans ça, on peut découvrir, on peut valoriser nos cultures en mettant ensemble
c'est de la religion et la culture pour pouvoir valoriser l'essence même de ce qu'on veut proposer à la nation. En fait. Et justement, pour valoriser le patrimoine touristique, selon vous, c'est quoi les priorités? Quelles destinations sous-exploitées, par exemple, il faut atteindre, mais qui pourraient être très attractives en Côte d'Ivoire? Bon, on ne va pas aller loin. La région des Grands Ponts. D'accord. La région des Grands Ponts, en prenant déjà le tronçon jusqu'à la chose à Gambérébi, ce sont des sites qui sont inexploités, qu'on pourrait exploiter. La région des Grands Ponts également, nous avons là-bas, il y a la culture. Il y a la culture qu'il faut valoriser. Et en boostant comme les gens du Sukomo ici ont fait avec le carnaval, la Bissa comme ça, ça va attirer plusieurs personnes à venir découvrir, même les Ivoiriens. Il y a également au nord, avec le festival de Poro, comme ça, qu'il faut médiatiser, qu'il faut communiquer dessus plus. Et pourquoi pas organiser un séjour lorsque les événements se déroulent. Dis bon, Abidjan se déplace à Korogo et on crée toute cette sensibilisation autour de cette activité-là pour permettre aux Ivoiriens, à ceux qui sont à Abidjan, d'aller à Korogo. Lorsqu'il y a une fête des générations, peut-être à Dabou, encourager toutes ces personnes qui n'ont jamais assisté à cette activité-là à venir à Dabou pour découvrir. Nous, chez nous, on a appelé ça éco-culture. L'éco-culture, c'est une activité qui vise à aller, à découvrir, à approcher la population. Est-ce que des personnes qui n'appartiennent pas à votre association y participent de temps en temps? Oui, c'est ouvert à tous. D'accord. On le fait pour les membres de l'association, mais c'est ouvert à tous. Pour toute personne qui désire y participer, se rejoignent. Madame Bané, est-ce que c'est le genre de projet que vous validerez justement pour promouvoir ce tourisme local dont on parle? Sans peut-être qu'une ne sait pas, je suis une des conseillères du président de son association et je dirais que je vais compléter ce qu'il dit parce que je souhaiterais qu'on mette à jour les calendriers des événements touristiques. D'accord. Ça va beaucoup aider. Qui doit mettre ça à jour? On va se pencher le ministère. D'accord. Ne vous inquiétez pas, docteur Claude prendra la parole tout à l'heure. Nous qui organisons les événements, on part vers eux pour mettre ce calendrier-là à jour pour que on puisse, avec, comme on appelle le département de digitalisation du ministère, ils puissent vraiment mettre ça à la portée de tout le monde. Je pense que si cela est fait, ça va beaucoup aider. Et aussi nous aider pour que nous puissions avoir des tarifs préférentiels, pour aussi revoir, que nous puissions revoir nos tarifs qu'on donne à nos clients, afin que tous les Ivoiriens, sans exception, puissent vouloir, aimer, découvrir ou redécouvrir ce beau pays. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est le vrai blocage. Alors, on nous dit, Madame Bané nous fait savoir qu'il y a un frein au niveau de la mise à jour des agendas. Qu'est-ce qui cause ce frein et qu'est-ce qui sera fait ou qu'est-ce qui est fait à propos? Bon, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un frein. On parle de l'existant. C'est déjà, je veux dire, ce calendrier des événements socio-culturels à caractère touristique, ça existe déjà. Il y a une structure nationale, un office national chargé de tout ce qui est donc, promotion du tourisme international récepteur et promotion du tourisme interne. Il s'agit de Côte d'Ivoire Tourisme qui dispose déjà d'un répertoire. Il ne suffit que de le mettre à jour et de le renforcer. Sinon, ça existe déjà. Justement, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que la mise à jour n'est pas encore faite? Bon, ce sont des opérateurs. Peut-être qu'ils veulent avoir toujours les choses à jour. Mais je crois que, à ma connaissance, ce répertoire est à jour. Mais toujours est-il qu'il y a des événements qui peuvent manquer. Chaque année, c'est un exercice annuel. Chaque année, il faut actualiser le répertoire. Sinon, il est annuellement actualisé. Alors, d'entrée de jeu, vous avez abordé la question des partenariats entre le ministère et des structures internationales ou des investisseurs internationaux qui souhaitent opérer en Côte d'Ivoire. Quel partenariat public-privé, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, pourrait permettre de stimuler ce tourisme local-là? En ce moment, je dirais que les grandes missions qui ont été organisées à l'international, à travers donc les tables rondes des investissements en Côte d'Ivoire, ont plutôt permis de susciter l'intérêt pour des projets structurants en matière de développement touristique en Côte d'Ivoire. Et la plupart de ces projets structurants sont plutôt situés dans le Grand Abidjan. Donc, ce qui ne vise pas nécessairement
le tourisme interne ou le tourisme domestique. Donc c'est pourquoi nous pensons que le développement des territoires à partir du tourisme, qui est une autre recommandation de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, donc c'est d'utiliser donc le tourisme pour le développement territorial. C'est plutôt des acteurs locaux que nous sommes en train donc de mettre dans un programme, n'est-ce pas, de, je dirais, création des champions nationaux pour que cela puisse prendre à bras le corps les projets de développement du tourisme à l'intérieur du pays. Et Madame Bané, côté digitalisation, comment est-ce que c'est quoi le rôle que joue la digitalisation dans la promotion et la réservation des voyages locaux, par exemple, vous qui êtes directrice générale d'une agence de voyage? Et vous savez qu'aujourd'hui, sans la digitalisation, nous ne pourrons pas communiquer comme il se voit. Donc, les agences de voyage, comme moi-même, les associations, se mettent à jour pour pouvoir avoir cet outil-là. Et je pense que nous devons dire merci à notre tutelle parce qu'il y a un mois, nous avons fait une formation là-dessus pour pouvoir utiliser cela, et la direction de la digitalisation est à notre disposition pour nous aider à pouvoir utiliser correctement cet outil-là et puis pouvoir vendre nos produits. Monsieur Lat, si vous deviez proposer un projet phare, lequel serait-il pour vous? C'est quoi le projet phare pour dynamiser le tourisme interne? Alors, le projet phare, c'est de miser sur la culture. C'est de miser sur la culture, créer des activités qui tournent autour de la culture, qui font ressortir notre culture, la culture des différentes régions du Côte d'Ivoire. Et puis créer plus d'engouement, permettre aux jeunes de vraiment y participer. Ouais, ces projets-là, on peut à travers des dénominations, déjà ça peut attirer plusieurs personnes à venir vraiment s'enquérir de la situation comme ça. Alors, ces choses-là ne sont pas toujours faites, ce n'est pas fait dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On se rend même compte que certains Ivoiriens préfèrent payer des billets d'avion pour l'étranger que d'aller à l'intérieur du pays. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Bien, ce qu'il propose, c'est qu'il propose le développement du tourisme culturel. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, depuis 5 années, parce que la meilleure expression du tourisme culturel à l'intérieur du pays, c'est à travers les festivals. Mais tout le monde est aujourd'hui témoin de ce que pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire organisent au moins 1 ou 2 festivals par an. Donc ça veut dire que ce tourisme culturel est vraiment en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire, et toutes les régions, je vous le dis, depuis 5 ans, ont commencé à organiser l'expression de leur culture à travers des festivals. Sauf que là, Daniel propose comme idée de favoriser des voyages d'Abidjan ou de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour soutenir ou aller prendre part à ces festivals-là. Oui, comment est-ce que vous accompagnez ça, vous? Non, justement, comme je dis, il faudra effectivement mettre en place un calendrier stable pour qu'on puisse planifier, n'est-ce pas, la participation des régions, n'est-ce pas, de façon itinérante dans les festivals qui vont être organisés par région. Parce que si ce n'est pas bien planifié et que les festivals sont organisés au même moment, qui pourra donc laisser son festival pour aller dans le festival d'une autre région? Donc il y a un besoin d'organisation et de réglementation qui permettra d'avoir des calendriers fixes pour chaque festival, et cela facilitera la rotation ou du moins l'accompagnement des régions dans les festivals des autres régions et vice-versa. Alors nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. On va permettre de faire un tour de table. On va commencer par la seule dame parmi nous, Madame Bané Ablé Félicité. Tourisme interne, qu'est-ce qu'il bloque? Pourquoi le frein? Qu'est-ce qu'il faut justement trouver comme solution et amener les Ivoiriens à visiter, à découvrir l'intérieur de leur pays? Je dirais aux Ivoiriens d'avoir confiance aux professionnels, d'avoir confiance au ministère du Tourisme et des Loisirs, parce que d'abord nous avons un bon pays et ils ont des professionnels qui maîtrisent. Pour leur permettre de faire découvrir. Et comme il a dit, on va organiser, mais comme l'Ivoirien est mangé, il serait intéressant de faire
des séjours ou bien des journées gastronomiques par région. Et je pense qu'il y aura du monde. Et dans ces journées-là, on parlera forcément de culture. Et les Ivoiriens seront vraiment ravis de découvrir et redécouvrir leur sublime pays. Leur sublime pays. Là, Daniel, président de l'association Côte d'Ivoire Tourisme, au sein de cette association, c'est quoi le message que vous pouvez porter à l'ensemble des Ivoiriens pour découvrir, mais de plus en plus, leur territoire? Alors moi, je dirais à tous les membres de l'association et à tous les Ivoiriens que ne payez plus de billets d'avion pour aller à l'extérieur. La Côte d'Ivoire, on a tout ici. On peut payer des billets d'avion pour aller à l'intérieur du pays? Oui, pour aller à l'intérieur du pays et non à l'extérieur, parce qu'on a tout en Côte d'Ivoire. Et le patrimoine touristique n'a pas encore été exploité à 50%. Donc c'est à nous de créer ce dynamisme-là pour permettre à l'État de nous accompagner sur tous ces fronts, pour que vraiment les gens de l'extérieur puissent venir en Côte d'Ivoire. Donc on va organiser ensemble des circuits touristiques avec tout ce qui va, tel que l'éco-camping, l'éco-environnement, éco-solidarité, éco-culture, vous permettre aux jeunes d'Abidjan de connaître les villages, permettre aux jeunes d'Abidjan de connaître les régions de l'intérieur. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Assini, ce n'est pas Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Bassam. La Côte d'Ivoire, ce sont les grands ponts, ce sont les 18 montagnes. C'est un peu partout qu'il faut découvrir. Il faut connaître avant de partir à l'extérieur. Et nous, on vous souhaite d'y arriver pleinement. Docteur Fagama Klo, vous avez parlé de beaucoup de projets qui sont soit en cours ou qui sont à venir. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens doivent avoir confiance au ministère du Tourisme et des Loisirs? Bien, la première des choses, c'est que c'est la première fois que depuis en 2017, il y a une stratégie, une véritable stratégie de mise en œuvre et de développement de l'activité touristique en Côte d'Ivoire qui vise plusieurs finalités. Une finalité donc, de croissance de l'économie ivoirienne, une autre finalité donc, de création d'un réservoir d'emplois directs et indirects et une finalité de développement territorial confiée donc, à l'activité touristique. Ça, c'est déjà l'existence de cette stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui n'a jamais existé au préalable, est l'une des raisons fondamentales de faire confiance à l'activité, à l'administration touristique. Le deuxième point, c'est qu'il faut dire que beaucoup a été fait, mais toujours l'État est à la manœuvre, l'État est au travail. Comme je l'ai dit tantôt, à travers, donc, si nous voulons revenir sur le tourisme domestique qui nous concerne aujourd'hui, il faut effectivement mettre l'accent sur la professionnalisation, la formation et l'examen des guides de tourisme que nous sommes en train de mettre en place. Ça, c'est la première des choses. Parce que sans guide de tourisme, on ne peut pas développer le tourisme domestique. Le deuxième point, c'est que l'État a mis en place des circuits nationaux, 3 circuits nationaux et 13 circuits régionaux. Donc ça, nous sommes à la manœuvre pour que ces circuits qui ont été mis en place, bien entendu à travers donc des diagnostics participatifs avec les professionnels du secteur, que ces projets-là soient effectivement implémentés par les professionnels du secteur. L'État met en place, mais ce n'est pas l'État qui exploite ces circuits-là. Et puis le troisième point, c'est que l'État a déjà fait beaucoup. C'est les routes aujourd'hui, parce que sans accessibilité aux destinations touristiques, il n'y a pas de tourisme non plus. Donc l'État, à l'occasion de la CAN 2023, a développé les routes. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres ici. Donc les routes qui permettent donc l'accessibilité de ces sites touristiques. Il y a également 6 aéroports domestiques qui ont été mis en place, donc pour permettre la connectivité aérienne aussi. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, 98% des touristes voyagent, excusez-moi, 70% des touristes voyagent par voie routière, par car, 28% par transport privé, les véhicules privés, et on n'a que 2% qui voyagent par avion. Qu'est-ce qui pourrait faire augmenter justement ce pourcentage par avion? Justement, le pourcentage par avion, nous sommes en train de mener la réflexion en rapport avec le ministère donc, en charge des transports pour donc, permettre qu'il y ait des vols du modèle EasyJet, hein, des modèles, ce sont des vols qu'on appelle les low cost, les colos en Europe, qui n'existent pas encore chez nous. Donc ça crée la concurrence et cela peut permettre d'avoir des tarifs qui soient abordables. Au-delà de tout cela, pour revenir même sur l'indice du prix à la consommation, il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis 2009, il y a la directive de l'UEMOA. La directive de l'UEMOA demande que la TVA dans le domaine du tourisme soit revue à la baisse. Je vous accorde une minute, on va terminer.
Donc, que la TVA soit revue donc, à la baisse à hauteur de 10% dans le domaine de l'activité touristique. Donc, je crois que si nous arrivons au niveau du ministère du Tourisme à nous rapprocher du ministère de l'économie et à négocier de façon intelligente cette possibilité de transposition des lois de l'UEMOA vers la Côte d'Ivoire, tout ce problème lié donc à la cherté du produit touristique en Côte d'Ivoire va connaître donc un épilogue heureux. Et on ne peut souhaiter que cet épilogue-là s'aventure, mais de façon très vite. Merci beaucoup, Monsieur Dr Fagama Claude, directeur général de l'industrie touristique et hôtelière. Il représentait sur ce plateau le ministère en charge du tourisme et des loisirs. À ses côtés, sinon en face de lui, il y avait Bané Ablé Félicité, directrice générale d'une agence de voyage. Vous êtes membre de la FENITOURCé et juste à ma gauche, Monsieur Lat Daniel, président de l'association Côte d'Ivoire Tourisme. Avec vous. Côte d'Ivoire Éco, autant pour moi. Pourquoi le tourisme interne ne décolle-t-il toujours pas? C'était la thématique autour de ce débat, de cette info le soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. À bientôt.